Bonjour, aujourd'hui on plonge dans les coulisses des frappes aériennes modernes. On se demande souvent comment ça marche, vraiment. Comment on planifie des opérations qui se passent parfois à des milliers de kilomètres de la base. Eh bien, pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble deux missions, deux cas d'école très différents qui vont nous révéler toute la complexité, la technologie et bien sûr la stratégie de la guerre aérienne d'aujourd'hui. Et ça nous amène à la question centrale. Comment est-ce qu'on peut réaliser une frappe chirurgicale avec une précision d'enfer à près de 2000 km de distance? Ça paraît presque impossible pour un avion de chasse, non? C'est justement ce qu'on va décortiquer étape par étape. Alors, premier cas d'étude, la mission de Doha. Et là, le défi est double. D'abord, il y a la distance, et qui est juste énorme, et ensuite, il faut déjouer des défenses aériennes super sophistiquées. Un vrai casse-tête. Regardez ce chiffre, presque 2000 km. C'est l'aller, juste l'aller simple. Pour vous donner une idée, c'est bien au-delà du rayon d'action normal d'un avion de chasse. Un appareil comme ça, il n'est tout simplement pas fait pour parcourir une telle distance, frapper et rentrer à la maison. Il fallait donc trouver une solution logistique. Alors bien sûr, on imagine bien qu'on ne peut pas juste tracer une ligne droite sur la carte. Non, le plan de vol a dû être d'une complexité folle. Il fallait slalomer, si on peut dire, pour rester invisible au radar, éviter les espaces aériens de plusieurs pays. C'est vraiment une partie d'échec à très hautes altitudes. Et donc, la solution à ce problème de distance, quelle est-elle? Le ravitaillement en vol. C'est la pièce maîtresse, la clé de toute l'opération. Imaginez un peu, les chasseurs décollent, et en plein vol, ils doivent aller se connecter à des énormes avions-citernes pour faire le plein. C'est une manœuvre ultra délicate, à des centaines de km/h. Et c'est ça qui leur donne la longe nécessaire pour aller jusqu'à la cible. Et attention, il faut refaire la même chose au retour. Sans ça, c'est simple, la mission est impossible. Ok, la distance, c'est une chose, mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. L'autre, c'est comment savoir où frapper et surtout, quand frapper. Eh bien là, on entre dans le monde du renseignement. Les sources parlent d'un vrai cocktail de techniques. Des sources humaines sur place, des écoutes de communication, de l'imagerie satellite et bien sûr du cyber-renseignement. C'est en croisant toutes ces infos, en analysant des montagnes de données qu'on a pu isoler le bon bâtiment et, plus important encore, le moment précis de la réunion qui s'y tenait. Le choix de l'avion aussi est super intéressant. Utiliser le F-35, ce n'était pas anodin, loin de là. C'est sa fameuse technologie furtive qui a tout changé. En gros, ça le rend quasi invisible au radar. C'était la seule façon de passer à travers les mailles du filet, de pénétrer l'espace aérien sans que personne ne s'en rende compte. Pour les radars au sol, c'était comme si l'avion n'avait jamais existé. Et là, plus de diminution. Toutes lancées en même temps, ou presque, sur un seul bâtiment. Il faut imaginer le niveau de coordination que ça demande. Frapper une seule structure, dans un quartier dense, sans toucher les immeubles juste à côté, y compris une station-service. C'est du travail de chirurgien. Chaque seconde, chaque centimètre est calculé. Allez, on change complètement de décor avec le deuxième cas d'étude, la frappe de Beyrouth. Là, le problème, ce n'est plus la distance. Non, le vrai défi, c'est la cible elle-même. On parle d'un QG fortifié, enfoui sous des bâtiments civils. Donc la cible, en surface, c'est un immeuble qui a l'air tout à fait normal. Sauf qu'en dessous, il y a tout un quartier général souterrain, un bunker blindé avec des tunnels pour s'échapper. Bref, une vraie forteresse conçue pour encaisser une attaque classique. Face à ça, la stratégie ne pouvait évidemment pas être la même. La grande question, c'est encore une fois le renseignement. Comment savoir ce qui se cache sous cet immeuble? Les sources évoquent 3 scénarios possibles. Premier scénario, le plus direct, une agence de renseignement partenaire qui fournit l'info toute prête avec les coordonnées GPS. C'est simple, c'est efficace. Deuxième scénario, et là on est en plein film d'espionnage. Ça impliquerait un agent sur le terrain, une mission à très haut risque. Il aurait dû non seulement confirmer que la cible était bien là, au bon moment, mais peut-être même la désigner avec un laser pour guider les bombes. Une précision absolue. Et enfin, le troisième scénario, qui est apparemment le plus probable. Ici, pas d'agent, pas de laser, mais une cyberopération colossale. On parle de 5 ans. 5 ans à pirater des communications ultra sécurisées, à écouter patiemment en attendant de tomber sur la bonne info, le message qui allait tout déclencher. Et c'est là qu'on voit le contraste total avec Doha. On ne parle plus de 10 munitions, mais de 80. 80 bombes. La stratégie ici, ce n'est plus la finesse du scalpel, c'est la force brute du marteau. L'idée, c'est la saturation. On arrose la zone pour être sûr que rien, absolument rien ne puisse survivre, que ce soit en surface ou dans les bunkers. L'objectif, c'est l'annihilation. Tout ça, forcément, nous amène à parler de technologie. Quelles sont ces fameuses armes qui permettent des opérations aussi complexes? Que ce soit pour une frappe chirurgicale ou un bombardement massif, il y a de l'ingénierie de pointe derrière. On va regarder ça de plus près. Pour une cible comme celle de Beyrouth, l'arme de choix, c'est ce qu'on appelle un bunker buster, une bombe anti-bunker. L'idée est simple, mais la réalisation est hyper complexe.
La bombe ne doit pas exploser en surface. Non, elle doit d'abord perforer des mètres et des mètres de béton ou de terre pour aller exploser à l'intérieur, au cœur de la cible. Le fonctionnement est assez génial. D'abord, la bombe est larguée et guidée par GPS. Ensuite, son enveloppe, qui est ultra solide, parfois même faite à partir d'un canon d'artillerie recyclé, va lui permettre de tout traverser, les étages, le béton, la terre. Et c'est seulement une fois qu'elle est bien à l'intérieur que la charge explose, grâce à une fusée à retardement. C'est ça le secret. D'accord, mais toutes les bombes ne sont pas des bunkerbusters. La plupart sont des bombes beaucoup plus classiques. Alors comment on fait pour transformer une bombe bête, qui ne fait que tomber, en une arme intelligente et ultra précise? La réponse, c'est le kit JDAM. Et c'est une idée d'ingénieur absolument géniale. C'est tout simple. On prend une vieille bombe standard, on lui enlève sa queue, et on la remplace par ce nouveau kit. Ce kit, il contient un GPS et un système de guidage. Et d'un coup, notre bombe bête devient une arme intelligente. Elle peut planer sur des kilomètres et atteindre sa cible avec une précision incroyable, même s'il fait un temps exécrable. Si on résume, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, Doha, c'est le défi de la distance et de la discrétion. Une opération tout en finesse, chirurgicale. De l'autre, Beyrouth. Là, c'est le défi de la forteresse. Et la solution, c'est la force brute, la saturation. On a donc deux problèmes, deux philosophies et forcément deux panoplies technologiques complètement différentes. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, ces deux exemples nous donnent les ingrédients de base, la recette si on veut, d'une frappe aérienne moderne, peu importe la cible ou la distance. Finalement, on voit bien qu'une opération moderne repose sur plusieurs piliers. D'abord, le renseignement. Il doit être quasi parfait. Sans la bonne info, la meilleure technologie du monde ne sert à rien. Ensuite, il faut pouvoir frapper loin et en toute discrétion. Après, il faut avoir les bonnes munitions pour la bonne cible. Et enfin, il y a ce choix stratégique fondamental. Est-ce qu'on y va avec le scalpel ou avec le marteau? Et cette course à la technologie, elle ne s'arrête jamais. C'est une évolution permanente. Un exemple tout bête, on ajoute une paire d'ailes à une bombe JDAM et hop, on triple sa portée. On passe de 24 à plus de 70 km avec la même précision au mètre près. Les limites sont sans cesse repoussées. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour le futur. Le renseignement va de plus en plus vite, les armes sont de plus en plus intelligentes, de plus en plus autonomes, bientôt elles seront peut-être boostées à l'intelligence artificielle. Alors, à quoi ressemblera la stratégie aérienne de demain? C'est une question totalement ouverte, mais une chose est sûre, elle redéfinira la façon de faire la guerre. Merci d'avoir suivi cette analyse.